Bonjour, bienvenue au musée Carnavalet Histoire de Paris, dans l'exposition La Fontaine des Innocents, histoire d'un chef-d'œuvre parisien, qui se tient dans nos salles d'exposition temporaires du 24 avril au 25 août 2024. Cette exposition, c'est vraiment l'occasion pour les visiteurs de se familiariser avec l'œuvre de Jean Goujon. Tout d'abord, l'œuvre de Jean Goujon à Paris, sur les façades du Louvre, à Saint-Germain-l'Auxerrois, mais bien évidemment avec ses œuvres réalisées pour la Fontaine des Innocents. Donc pour la première fois depuis le début du XIXe siècle, les nymphes de Jean Goujon, qui étaient encore sur le monument il y a quelques mois, vont retrouver d'autres œuvres qui, elles, ponctuaient le soubassement de la Fontaine jusqu'au début du XIXe siècle et sont depuis conservées au musée du Louvre. Alors ce projet est né vraiment en lien avec la restauration de la Fontaine, et donc dans les réflexions liées à ce projet de restauration du monument, très rapidement a émergé l'idée que ce serait intéressant en fait, de revenir sur l'histoire de ce monument au sein d'une exposition dédiée au musée Carnavalet. Donc la directrice du musée, Valérie Guillaume, et moi-même en qualité de conservatrice chargée des sculptures, nous faisions partie du comité scientifique qui accompagnait la restauration des reliefs de la Fontaine. Et au fil du projet, le projet d'exposition en lui-même est né de ces échanges. Jean Goujon est un sculpteur majeur de la Renaissance française. Il a été très tôt reconnu comme tel dans les grandes chroniques artistiques, dans les descriptions de Paris, dans les guides, dans les premiers ouvrages d'histoire de l'art, c'est-à-dire dans les vies d'artistes. On le perçoit comme un des introducteurs de la Renaissance en France. Alors Jean Goujon, c'est plus qu'un sculpteur. Il se présente aussi comme architecte, comme entrepreneur, et il a vraiment une gamme très large à son actif. Une grande érudition, il travaille avec des artistes majeurs, il a une connaissance approfondie de l'Antiquité, en tout cas de ce qu'on en connaît à l'époque, et également une connaissance pointue de l'art contemporain de son temps, tant italien que français. D'un point de vue stylistique, on peut dire que Jean Goujon a introduit un certain classicisme à la française. Son art des drapés, notamment, très graphique, très fluide, d'une grande virtuosité, ont vraiment marqué l'histoire de l'art de son temps. Donc, par son style, par son parcours, par sa culture et par la synthèse personnelle qu'il sait élaborer, c'est vraiment un artiste exceptionnel. Alors on a derrière nous une œuvre absolument majeure, généreusement prêtée par le musée du Louvre, puisqu'il s'agit des reliefs du jubé de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois. Donc le jubé, c'est cette structure architecturée qui permet de séparer l'espace des fidèles du chœur où sont rassemblés les chanoines. Avec cette œuvre majeure, on peut déjà évoquer une grande collaboration entre l'architecte Pierre Lescot, dont on reparlera, et le sculpteur Jean Goujon. Pierre Lescot est donc sollicité en 1540 pour construire ce jubé, et quelques années plus tard, en 1544, on sollicite Jean Goujon pour sculpter ces reliefs. Alors en partie centrale, vous avez une déploration sur le corps du Christ absolument virtuose, où là on a toute la maîtrise de Jean Goujon, tant dans la retranscription des corps humains que dans le rendu des drapés, dans leur fluidité, dans la complexité de leurs agencements. Avec cette scène, on a aussi toute une diversité dans le rendu des passions. La douleur peut être extrêmement intériorisée, comme ici avec Marie-Madeleine, ou beaucoup plus expressive avec cette Sainte Femme. C'est une œuvre très sculpturale, pas de ligne de fuite pour que le regard se perde. C'est une œuvre aussi qui nous permet d'évoquer la spécificité du relief de Jean Goujon. On remarque un cerne qui détaille, qui suit le contour des figures et qui leur permet de se détacher sur ce fond nu, malgré des reliefs parfois très peu épais.
Donc ce cerne, c'est vraiment une caractéristique de cet art. Jean Goujon a également beaucoup utilisé le trépan, en gros une perceuse, qui permet d'animer les chevelures et a permis aussi d'élaborer ce cerne. Donc une œuvre absolument virtuose où Jean Goujon fait une synthèse aussi des sources à sa disposition. Pour le corps du Christ, on a pu parler de l'influence du parmesan. Et pour cette figure ici, donc on a Joseph d'Arimathie et Nicodème. Pour cette figure ici, on peut parler d'un emprunt à Rosso Fiorentino qui a peint donc une très belle déploration sur le corps du Christ pour Écouen et aujourd'hui conservée au Louvre. Dans cette composition peinte, la figure se retrouve à ce niveau de la composition. Vous avez également les 4 évangélistes, tous reconnaissables à leur symbole et qui, par leur position, souvent très complexe, très contournée, illustrent aussi cet art maniériste. Et les parties en relief étaient dorées. Donc on peut imaginer le caractère assez spectaculaire de cette œuvre absolument majeure. Une des contributions majeures de Jean Goujon à l'art de la Renaissance, c'est certainement les reliefs sculptés qu'il va produire sur la façade Henri II du Louvre. Cette façade, elle est élaborée en collaboration avec l'architecte Pierre Lescot, qui avait déjà été sollicité par François Ier lorsque celui-ci décide d'établir sa résidence au Louvre. Son fils Henri II renouvelle sa confiance à l'architecte et il va travailler de concert avec Jean Goujon pour vraiment développer sur ces façades un manifeste de l'art de la Renaissance. La sculpture y est extrêmement développée. On la trouve notamment autour de fenêtres rondes, qu'on appelle des oculi, qui ponctuent le rez-de-chaussée. Le premier achevé, l'oculus central, est daté de 1548, c'est-à-dire l'année où commencent les travaux de la Fontaine des Innocents. Nous avons un très bel exemple de cet art qui ponctue ce premier niveau avec ce moulage en plâtre prêté par la Cité de l'Architecture qui nous permet d'aborder un certain nombre des caractéristiques de Jean Goujon en sculpture. Donc on a ces grandes figures féminines au canon très élancé qui s'adaptent à un cadre architectural assez contraint. On retrouve ce drapé fluide, graphique et néanmoins très sophistiqué et ces détails orfévrés comme le bracelet ou la coiffure extrêmement complexe. Donc ces reliefs étaient taillés sur des pierres dures qui du coup rendent ce dessin si précis, si fin, des pierres certainement taillées en atelier avant d'être introduits sur la façade. Mais la sculpture ne s'arrête pas ici, vraiment elle recouvre toutes les façades et elle est notamment très présente sur les frontons où là on est beaucoup plus haut et le relief est beaucoup plus accusé. Donc Jean Goujon nous montre sur ces façades toute l'étendue de son talent. La Fontaine des Innocents, ornée des reliefs de Jean Goujon, vient s'implanter dans un quartier très central de Paris qui s'organise autour de l'église des Saints-Innocents et du cimetière paroissial de l'église en question, donc le cimetière du même nom, le cimetière des Saints-Innocents. Et elle vient en remplacement d'une fontaine plus ancienne dont nous conservons la trace par un certain nombre de sources historiques et qui remontent au moins au XIIIe siècle. Et donc cette fontaine a pour principal objectif de fournir le quartier en eau. Elle vient donc s'implanter à proximité donc de cette église. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle se situe également donc sur la rue Saint-Denis, qui est l'un des lieux de passage privilégié des cortèges royaux.
Et c'est là où l'histoire de la construction de la fontaine vient croiser un autre événement majeur de la période, à savoir l'entrée royale d'Henri II dans Paris en 1549. On a longtemps pensé que la fontaine était le seul bâtiment pérenne ayant subsisté donc, de cette entrée d'Henri II dans Paris en 1549. En réalité, c'est un peu plus complexe que ça, puisque cette fontaine a été commandée par la ville de Paris dans les années qui précédaient l'organisation de ces festivités, et sa construction a débuté en 1548. Ce qui est certain, c'est que cette fontaine est décrite pour la première fois dans le livret d'entrée d'Henri II dans Paris en 1549, et qu'elle est déclarée donc achevée à ce moment-là. Elle a adopté une forme architecturale particulière qui est certainement liée à cet emplacement précis sur le passage des cortèges royaux dans Paris. On se trouve maintenant devant l'évocation de l'arcade qui était située sur la rue Saint-Denis, avec un relief de soubassement, flanqué donc de 2 reliefs de nymphes. Ce que vous ne voyez pas ici au musée Carnavalet, ce sont les reliefs d'Attique, qui eux sont restés sur la fontaine en place. Mais donc la grande nouveauté de l'exposition, c'est la présence donc de ces reliefs originaux de Jean Goujon pour les figures de nymphes qui ont été déposés à l'occasion de la restauration du monument il y a quelques mois. Et donc pour la première fois de Mémoire d'homme, ils rejoignent les reliefs du soubassement qui, eux, ont été retirés de la fontaine au début du XIXe siècle et sont maintenant conservés au Louvre. Et c'est donc la première fois que les visiteurs vont pouvoir observer ces nymphes en regard avec les reliefs de soubassement placés à hauteur de regard. Tout le décor de cette fontaine est dédié à l'eau, une véritable ode à l'eau sous toutes ses formes, avec dans les reliefs du soubassement, mais aussi les reliefs d'Attique, l'exaltation du monde marin au travers de figures fantastiques, comme ici un triton, une néréide, qui sont flanqués de 2 petits poutis, dont l'un d'entre eux est juché sur un animal marin fantastique. Et dans les figures des nymphes, c'est aussi l'eau qui est célébrée, mais ici sous la forme de l'eau des rivières, donc elles évoquent les sources de belles villes qui fournissent l'eau qui alimente la fontaine. Donc c'est à la fois dans leur décor, dans leur posture, avec ces jarres qu'elles tiennent sur l'épaule, dont l'eau s'écoule. La manière dont les drapés aussi sont agencés évoque l'eau, avec ces drapés qu'on appelle plissés mouillés, qui évoquent aussi cette présence omniprésente de l'eau, et leur fluidité qui fait un écho au ruissellement de l'eau. Nous nous trouvons maintenant devant la façade de la rue aux Fers, en tout cas une évocation de cette façade, avec toujours cette scansion alternant nymphes et reliefs de soubassement. On a ici vraiment une démonstration, une fois de plus, de l'art magistral de Jean Goujon, avec ses écoulements de drapés extrêmement spectaculaires. Nous voyons également à quel point Jean Goujon a su établir une synthèse personnelle en reprenant des grands thèmes de l'art antique et de l'art de la Renaissance, et en élaborant vraiment des figures qui lui sont propres. Le thème de la nymphe, le thème du putti et également le thème du grand nu féminin. Et surtout, il va dévoiler le corps féminin dans l'espace public. C'est extrêmement rare. On quitte l'espace des cabinets, on quitte l'espace confiné des jardins pour être dans la rue. Et le corps féminin est véritablement exposé, dénudé, offert, et cette générosité, j'allais dire, est censée évoquer la générosité de l'eau qui abreuve la ville, la générosité de l'évergétisme municipal. On perçoit toute la science du drapé de Jean Goujon, mais il y a une différence de qualité de l'épiderme entre les reliefs du soubassement qui ont été déposés dès 1810 et les grandes nymphes qui étaient sur le monument jusqu'en 2023. L'eau a fait son œuvre, la pollution aussi, d'où la différence de modelé, d'où un épiderme légèrement arasé sur les parties saillantes.
La fontaine a très précocement été perçue comme un monument majeur de la Renaissance française, un monument majeur du patrimoine parisien, et ainsi, dès le XVIIe siècle, elle est mentionnée. Elle retient l'attention de Bernin lors de son passage à Paris, alors qu'il est particulièrement critique avec le patrimoine français. Elle est régulièrement reproduite, évoquée, longuement décrite dans les guides de Paris tout au long du XVIIe et du XVIIIe siècle. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, il y a une prise de parole publique. Des amateurs osent formuler des demandes pour le bien commun, sur le patrimoine. On pense par exemple à La Font de Saint-Étienne qui s'insurge devant l'État du Louvre et qui réclame que la puissance publique agisse. Pour La Fontaine des Innocents, c'est un autre personnage qui entre en scène, c'est Quatremère de Quincy, qui, entendant parler des dangers qui guettent la fontaine, prend la plume et écrit au Journal de Paris pour alerter sur le sort de cette fontaine. Alors il ne remet pas en question les grands programmes urbains et le transfert du cimetière des Innocents, mais il alerte sur le fait que ces œuvres risquent d'être soustraites au regard du public. C'est une des premières interventions publiques pour sauver un monument. En 1765, les inhumations sont interdites dans Paris intramuros et le cimetière des Innocents donc évacué. L'espace laissé vide par ce cimetière va être réutilisé et transformé en place pour y installer un marché, donc marché aux légumes et aux herbes. Et c'est au milieu de cette place que va s'installer la nouvelle fontaine des Innocents. Après de nombreuses tergiversations sur le sort à réserver à cette fontaine, puisqu'il semblait important de préserver les reliefs dans l'espace public, on va donc décider de lui donner une nouvelle forme architecturale. Donc c'est une forme sur une base carrée qu'on va implanter au centre de la place du marché des Innocents. Pour réaliser ce nouveau monument, on réutilise donc les reliefs sculptés par Goujon et on doit donc compléter les faces qui le nécessitent. En l'occurrence, donc on va laisser la façade sur la rue Saint-Denis à l'identique et la façade qui se trouvait sur la rue aux Fers, on va la replier pour former deux faces de la nouvelle fontaine. Et il va donc nous manquer une nymphe sur la face nord et la face sud, nouvellement créée, va être entièrement à décorer. L'artiste auquel on fait appel pour ces compléments de sculpture, c'est Augustin Pajou. Et ce n'est certainement pas un hasard qu'on s'adresse à lui, puisque c'est un artiste qui a montré déjà une vingtaine d'années auparavant son attrait pour l'art de Jean Goujon. Donc Jean Goujon nous a livré 5 nymphes. Augustin Pajou va en créer 3 nouvelles pour la fontaine. Donc l'une dont on voit ici un tirage plâtre moderne qui ornait la face nord de la fontaine des Innocents en regard donc d'une nymphe sculptée par Jean Goujon. Dans ses écrits, Pajou s'est exprimé sur la pression qu'il ressentait à l'idée de devoir se confronter au maître. Et pour réaliser donc cette nymphe de la face nord, il va observer les façades du Louvre, il va même aller plus loin, il va mouler l'une des figures et reprendre donc strictement la composition et même l'organisation générale des drapés de cette figure, en y insufflant sa propre créativité et son style personnel, notamment dans le traitement des drapés eux-mêmes qui sont beaucoup plus creusés, ou dans la forme du visage, ou dans l'organisation de la chevelure qui, elle, fait véritablement écho aux sculptures contemporaines de Pajou. Sur la face sud, qu'il complétera de 2 autres nymphes et d'un relief datique, ici il aura une inspiration beaucoup plus libre et on peut le voir aujourd'hui encore, cette face est véritablement une face de la fin du XVIIIe siècle avec des reliefs qui sont beaucoup plus levés et un style et une organisation générale qui sont très proches de ce que Pajou livre sur d'autres monuments.
Alors, le début du 19e est une période riche pour l'histoire du patrimoine, avec notamment le Musée des Monuments Français, où Alexandre Lenoir met en scène une histoire de l'art à partir des vestiges architecturaux confisqués par la Révolution. Il met notamment en scène une salle du XVIe siècle où Jean Goujon est honoré par un monument composé de son buste, commandé à l'artiste Michalon, mais également de moulages issus des façades du Louvre, mais également d'un soubassement de la Fontaine des Innocents. Ce lieu, le Musée des Monuments Français, va véritablement être structurant dans la formation de nombreux artistes. C'est un lieu où l'on va aussi rêver et où tout un imaginaire se forme. Parmi les artistes qui admirent ce lieu, le sculpteur Jean-Guillaume Moite va offrir au Musée des Monuments Français ces deux modèles en plâtre représentant le Nil et le Rhin. Alors, ce sont les plâtres modèles du monument funéraire au général Dessay, mort à Marengo en 1800, et que très précocement on veut honorer, notamment dans l'église du Grand Saint-Bernard. Ce sont les plâtres modèles, il y a des petites marques qui nous le prouvent, ils ont donc été moulés sur les modèles originaux en terre, et il nous montre toute la dette de Moite à l'égard de Goujon à travers cette silhouette serpentine, ce jeu dédrapé et ce travail également sur le relief. Donc on reconnaît le Nil avec le Sphinx en partie haute, tandis que le Rhin voisine. Toute la dimension commerciale est évoquée avec le caducée de Mercure et la corne d'abondance. Avec ce grand tableau de John James Chalon, qui est l'un des fleurons de la collection de peinture du musée Carnavalet, on voit la fontaine dans sa configuration au centre de la place du marché des Innocents. Et on voit aussi très nettement sur ce tableau une nouveauté dans la vie de notre fontaine, puisque entre sa reconstruction et ses compléments par le biais de Augustin Pajou à la fin du XVIIIe siècle et le moment où Chalon peint cette œuvre en 1822, le mode d'approvisionnement en eau de la fontaine a évolué. En effet, entre-temps, depuis 1809 et la construction du canal de l'Ourcq, l'eau arrive de manière plus massive et on voit donc le flux de l'eau qui déborde en cascade le long du soubassement jusqu'aux grandes vasques qui sont placées là pour recueillir l'eau. C'est au moment de cette modification dans l'approvisionnement en eau de la fontaine que les reliefs du soubassement ont été déposés, puisqu'ils étaient menacés par le flux de l'eau ruisselant le long de la fontaine et donc sur les reliefs eux-mêmes. Avec ce tableau, Chalon a choisi donc de retranscrire toute l'animation de ce quartier central de Paris qui s'épanouit autour du marché dans une recomposition qui est aussi très savamment orchestrée, puisqu'on peut voir une importance accrue et une composition très mise en scène avec au premier plan des grands étals de légumes qui sont représentés même de manière un petit peu disproportionnée par rapport à la taille des personnages, et une grande attention portée à la transcription des costumes qui retranscrivent des types parisiens. Donc on est vraiment dans cette époque des cris de Paris, de la représentation des métiers et des types parisiens que Chalon applique également à cette œuvre, mais qui malgré tout contribue à retranscrire cette image, cette animation vibrante de ce quartier central, organisé donc autour de cette fontaine qui est placée donc au centre de la place du marché et qui contribue également aux activités qui se tiennent à proximité, puisque l'eau est utilisée par les différents commerçants, notamment des restaurateurs qui sont présents sur la place et se fournissent en eau en puisant celle-ci dans la fontaine des Innocents. Donc un établissement qui est anecdotique mais qui est assez intéressant et amusant, le restaurant dit des Pieds Humides, qui se trouvait donc en bordure de la fontaine des Innocents et donc qui devait son nom au fait que régulièrement la fontaine débordait et donc les clients avaient les pieds dans l'eau.
et qui servait notamment à la carte un bouillon confectionné à partir de l'eau de la fontaine. Donc ici, vous pouvez voir la fontaine sous ses 4 faces, par le biais donc de ces très grands tirages photographiques de Charles Marville qui nous ont été prêtés par la Bibliothèque nationale de France. Charles Marville qui travaillait régulièrement avec la ville de Paris pour documenter toutes les transformations que connaissait la capitale. Nous n'avons malheureusement pas retrouvé la trace précise de la commande qu'il aurait reçue pour photographier la fontaine, mais c'est manifestement vers la fin des années 1850, entre 1856 et 1859, qu'il intervient en lien avec les travaux à venir qui ont déjà débuté à ce moment-là sur la construction des pavillons de Baltard. Sur cette photographie donc montrant la face sud de la fontaine des Innocents, on voit déjà un premier pavillon construit en arrière-plan. Et donc ces pavillons sont le prémisse d'une nouvelle transformation radicale que va connaître la fontaine, puisqu'elle va de nouveau être déplacée de quelques mètres et modifiée à la faveur de ce déplacement. Et donc les photos que Marville nous a léguées sont des témoignages très précieux sur l'état de cette fontaine dans ses derniers instants sur la place du marché des Innocents. Et on voit que Marville a adopté un traitement très systématique avec à chaque fois la même hauteur de vue, le même cadrage, et s'est attaché donc à inclure dans sa prise de vue l'arrière-plan urbain avec un luxe de détails permis par la technique qu'il emploie et le type de négatif qu'il a choisi pour ses photographies. La fontaine des Innocents est devenue donc une silhouette parisienne familière, un monument incontournable dans les grands traités d'architecture ou les guides de Paris, mais c'est également un monument qui va inspirer les artistes par ses bas-reliefs sculptés, et ce, dès le XVIIe siècle, on perçoit l'influence de Goujon et des reliefs qu'il a sculptés pour la fontaine des Innocents chez de nombreux artistes français. Donc ici, un relief de Gérard Van Opstal qui est daté des environs de 1660, et Van Opstal est un artiste qui s'est beaucoup inspiré et en tout cas a beaucoup observé Jean Goujon, puisqu'il a travaillé à la réalisation de la façade Le Mercier du Louvre, qui est donc à proximité immédiate des œuvres que Goujon a sculptées pour l'aile Lescaut. Et donc ici, on voit, avec ce relief de Triton, Néréide et Amour, une inspiration commune avec l'un des reliefs de la fontaine des Innocents, à savoir un sarcophage romain, le sarcophage de Grotta Fedrata, qui a peut-être inspiré Jean Goujon et qui a peut-être inspiré Van Opstal. Donc on ne sait pas si Van Opstal ici regarde Goujon directement ou s'il regarde Goujon par le prisme de l'Antiquité avec des références communes. En tous les cas, c'est une composition qui évoque immédiatement l'art de Jean Goujon, et la filiation entre Van Opstal et Jean Goujon est évidente par leur travail commun sur les façades du Louvre. Ici, nous avons un relief de Guillaume Boischaud qui reprend lui aussi ce thème des Néréides et des monstres marins. Boischaud qui est intéressant puisqu'il correspond à une histoire bien particulière dans l'histoire de l'art français, donc dans la continuité de ce qu'on a vu avec Augustin Pajou et avec les reliefs de Moite précédemment. Donc on est dans cette même fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, avec les artistes néoclassiques qui vont puiser dans les références antiques, mais vont aussi beaucoup regarder les sculpteurs de la Renaissance française qui eux-mêmes ont puisé dans les références antiques. On a ensuite une interprétation beaucoup plus libre, mais toujours dérivant ce même thème de la scène marine avec cette sculpture de Barye ou ce relief de David d'Angers représentant Thétis ou une Néréide rapportant le casque d'Achille. Avec ce florilège, cette petite sélection d'artistes qui se sont inspirés de Jean Goujon, on a tenté de montrer que vraiment les œuvres de Goujon pour la fontaine des Innocents vont rentrer dans le répertoire formel qui va inspirer les artistes et vont véritablement infuser dans la culture savante des artistes et constituer l'une de leurs sources d'inspiration.
La formation des artistes s'appuie beaucoup sur l'observation des chefs-d'œuvre et tous les artistes pratiquent la copie des maîtres anciens pour approfondir leur propre style et nourrir leur création. Et c'est à ce titre particulièrement révélateur que la Fontaine des Innocents et les reliefs de Jean Goujon soient présents dans un certain nombre de recueils, de traités d'architecture, de recueils d'histoire de l'art largement diffusés par la gravure. Donc ici un exemple avec une gravure de Guillaumeau. Et cette gravure a été réalisée à partir de photographies qui deviennent également, en cette deuxième moitié du XIXe siècle, un des médiums de la diffusion des modèles pour les artistes. Donc ici, 2 vues de nymphes que l'on doit au photographe Marville. Donc suite à ces plans larges sur les façades de la Fontaine des Innocents, il a également produit des vues resserrées sur les nymphes elles-mêmes dans ces très grands tirages qui appartiennent aux collections du musée Carnavalet et qui donc ont été notamment diffusés dans des écoles d'art à travers tout le territoire pour servir l'éducation artistique et de modèle pour les jeunes artistes. La pratique de la copie et la connaissance des maîtres anciens s'observe aussi donc par un certain nombre de dessins d'illustres artistes qui ont copié les reliefs de la Fontaine des Innocents, notamment Ingres, qui a beaucoup observé ces reliefs dans sa jeunesse, comme en témoigne un certain nombre de dessins conservés notamment à Cambridge. Le souvenir de ces copies que Ingres a réalisées des nymphes de Jean Goujon a certainement été à l'origine de la transformation de l'iconographie de ce célèbre tableau, La Source, puisque c'est un tableau que Ingres a peint sur une très longue période, puisqu'il débute ce tableau près de 35 ans avant son achèvement, en s'interrogeant beaucoup sur la posture à donner à la figure féminine. Et il choisit finalement de lui placer ce vase dans les mains et de lui donner cette posture qui est directement, nous semble-t-il, héritée de la nymphe que Jean Goujon a sculptée pour la façade sur la rue Saint-Denis. Dans cette photographie du marché des Innocents, prise aux alentours des années 1855-1858, on voit très bien comment le quartier est en train de se reconfigurer avec la fontaine qui est encore en place dans son emplacement qu'elle occupe depuis la fin du XVIIIe siècle, à savoir au centre de cette place du marché des Innocents. Mais on perçoit autour les premiers pavillons construits par Baltard, les fameuses halles de Baltard, qui viennent progressivement manger l'espace de la place du marché des Innocents et qui vont conduire à cette décision d'une nouvelle transformation, un nouveau déplacement de la fontaine à la fin des années 1850. La fontaine va donc être démontée et remontée sur un nouveau soubassement au centre d'un square qui prend une partie de l'emprise de l'ancien marché des Innocents. Ce square des Innocents qui est donc typique du vocabulaire ornemental décoratif promu à l'occasion des embellissements de la ville portés par le préfet Haussmann. Donc on le voit, le soubassement qui est conçu à cette période répond tout à fait au goût de l'art du Second Empire, donc avec cet étagement devant chaque face de la fontaine qui est maintenant inscrite dans un bassin de format circulaire. Et la volonté de faire de cette fontaine un nouvel élément décoratif au service du vocabulaire ornemental porté par Haussmann va jusqu'à la précision de placer un épi de fêtage en partie sommitale qui est identique à celui qu'on place à l'époque sur les kiosques des squares ou les colonnes Maurice. Donc le square est conçu comme un véritable îlot de verdure et c'est sous cette forme que la fontaine, au centre de son square, sera classée au titre des monuments historiques en 1862.
Le succès, la renommée de la fontaine qu'on avait pu observer dès le début du XIXe siècle dans un certain nombre de répertoires montrant les monuments parisiens ne se dément pas à la fin du XIXe siècle. Et donc là, on est juste un an après le classement monument historique, on est en 1863, avec cet objet tout à fait atypique qui provient des collections de Carnavalet et qui est un jeu de construction pour enfants sur support cartonné de la fontaine des Innocents, donc chaque face pouvant être découpée et la fontaine pliée et reconstituée chez soi en poussant le raffinement jusqu'à la présence des petits bosquets pour orner le square ou des dames en crinoline qui se promènent dans ce nouveau square haussmannien. Donc nous avons vu que la fontaine a eu une histoire très mouvementée, qu'elle a été déplacée à 2 reprises, transformée à chaque fois, pour suivre les aménagements de son quartier, ce quartier central des Halles. Au moment où le quartier est sur le point de se renouveler, de nouveau, avec le transfert du marché de gros des Halles vers Rungis et donc la destruction des pavillons de Baltard et la reconfiguration globale du secteur, se pose de nouveau la question du devenir de la fontaine des Innocents. En effet, pour créer la station de RER de Châtelet-les-Halles et le Forum des Halles, il est nécessaire de creuser très largement, puisque ces infrastructures sont en partie souterraines, à proximité autour de la fontaine. La décision qui va être prise pour permettre une meilleure sauvegarde du monument, c'est de maintenir la fontaine en place durant toute la durée du chantier qui va s'étendre sur de nombreuses années. Donc la fontaine va être le seul élément fixe au sein de ce quartier qui est en train de se remodeler et de changer radicalement. On va donc araser ces fondations et le soubassement qui avait été construit sous le Second Empire et on va placer la fontaine dans un coffrage de protection sur pilotis et entouré donc de ce coffrage pour la protéger pendant qu'on creuse à proximité ce qu'on va appeler le trou des Halles et qu'on va couler la dalle de béton pour les constructions que je viens d'évoquer. Bien entendu, la question de que fait-on avec ce soubassement va se poser. Il va y avoir un certain nombre de projets qui vont émerger de la part de Jean Saunier, qui est chargé au sein de ce chantier global du quartier, plus spécifiquement de la fontaine, qui va donc proposer différentes déclinaisons sur le soubassement de la fontaine, avec l'idée peut-être de venir évoquer la forme qu'avait la fontaine dans son état Renaissance, avec ce haut soubassement. Mais très rapidement, la décision va s'orienter vers une réflexion à l'identique, donc dans l'état sous lequel la fontaine a été classée monument historique en 1862. La restauration de la fontaine des Innocents a été menée par le département des édifices cultuels et historiques pour la maîtrise d'ouvrage, l'agence Sun-Métron pour la maîtrise d'œuvre. La conservation des œuvres d'art religieuses et civiles de la ville de Paris a plus spécifiquement suivi la restauration des reliefs de Jean Goujon et d'Augustin Pajot. Donc des restaurations qui se sont déroulées en atelier pour les nymphes de Jean Goujon et in situ pour les autres reliefs. Les premières études menées sur les reliefs de Jean Goujon sont datées de 2018. Un chantier test a été mené en 2022 pour tester justement la faisabilité de la dépose des reliefs. Chaque étape a été accompagnée par les réflexions d'un comité scientifique qui s'est régulièrement réuni pour proposer des décisions sur la dépose des reliefs, sur les matériaux de substitution à utiliser dans l'éventualité d'une dépose. La dernière étape de la restauration s'est donc déroulée entre juin 2023 et juin 2024. Nous nous trouvons toujours dans les espaces d'exposition, mais de façon exceptionnelle, un atelier de restauration a été créé ici. Les restaurateurs qui vont intervenir sont des restaurateurs qui sont intervenus sur la restauration des nymphes originales de Jean Goujon. Ici, ce sont des tirages en plâtre de ces nymphes. On a vu à quel point la diffusion de ces nymphes sous forme de copies gravées, photographiées mais aussi moulées avait été importante pour les artistes. C'était donc l'occasion de restaurer ces tirages en plâtre dans les collections parisiennes depuis
depuis la fin du XIXe siècle. Le restaurateur va mettre en œuvre des techniques qui sont aussi utilisées pour la restauration de la pierre. Des gels pelables, par exemple, pour nettoyer la surface, vont être utilisés. Des projections de vapeur d'eau également. Il va aussi effectuer des comblements, parce que l'on va voir que certains reliefs sont incomplets. Pour ce faire, il va utiliser des moules en silicone, des moules qui ont été fabriqués à partir des reliefs originaux lors de la restauration de ces derniers, à partir des reliefs originaux pour fabriquer des copies actuellement en place sur la fontaine. Nous sommes dans la dernière salle du parcours pour faire nos adieux à Jean Goujon et à la Fontaine des Innocents. Alors, on sait assez peu de choses de la vie de Jean Goujon. On ne sait pas où il est né, on ne connaît pas les circonstances de sa mort. Qu'à cela ne tienne, les artistes ont inventé autour de cette figure mythique. On lui a attribué différentes œuvres. Les scientifiques font évoluer cet état de la question. Et ici, on a un tableau qui nous montre l'engouement autour de cette figure. Un tableau d'Alexandre Évariste Fragonard qui nous présente une scène teintée de galanterie comme on les aime au XIXe siècle. Vous avez la Diane d'Annette, donc une sculpture extrêmement célèbre qui a longtemps été attribuée à Jean Goujon jusque dans les années 1910-1920, qui est toujours en majesté dans les salles du Louvre. Diane de Poitiers, qui donc avait ce très beau château à Annette et pour laquelle cette sculpture avait été faite afin de décorer ses jardins. Et donc ici on a une séance de pose où on imagine que Diane de Poitiers était le modèle de Jean Goujon pour ce grand nu féminin. Le sculpteur est ici au premier plan avec ce très beau pourpoint de velours noir, rien à voir avec une tenue de travail, une dame de compagnie et peut-être le souverain Henri II, le royal amant, présent ici. Donc on a ici tout le savoir-faire de Fragonard qui aime représenter la Renaissance, mais avec beaucoup de fantaisie, comme on peut le voir dans ce luxueux atelier où il n'y a pas un gramme de poussière. On voit un coloriste magnifique au travail, un artiste qui maîtrise magnifiquement les jeux de lumière, comme on le voit ici avec cet abat-jour, cette toile huilée qui filtre la lumière de l'atelier. D'autres épisodes vont régulièrement être représentés par les artistes et souvent présentés au salon. On représente notamment sa mort. Jean Goujon était protestant, alors on imagine sa mort sur les échafaudages de la Fontaine des Innocents lors de la Saint-Barthélemy. Mais en 1572, la Fontaine des Innocents était achevée depuis fort longtemps et Jean Goujon n'était plus à Paris. On perd sa trace vers 1563 à Bologne. Mais c'est devenu un héros de roman feuilleton. On le représente aussi mourant sur les façades du Louvre, le lieu où il a laissé une empreinte si importante pour l'histoire de Paris et l'histoire des arts. De par son importance dans l'histoire des arts et dans l'histoire de Paris, Jean Goujon a été très souvent représenté dans les grands programmes commémoratifs qui rendent hommage à l'histoire de l'art. Il est notamment présent sur les façades de l'Hôtel de Ville de Paris, comme en témoigne cette petite esquisse qui avait été proposée par le sculpteur qui a réalisé l'œuvre définitive. Paris a très tôt souhaité rendre hommage à Jean Goujon en qualité de sculpteur très important pour l'histoire de Paris. Et aujourd'hui, la ville de Paris continue donc de lui rendre cet hommage en restaurant cette fontaine des Innocents qui sera dévoilée, remise en eau et entièrement restaurée au mois de juin. L'histoire de cette fontaine pouvant quant à elle être découverte au musée Carnavalet jusqu'au 25 août prochain.